Bonjour, nous nous retrouvons pour la toute dernière lecture d'Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, écrit par Maurice Leblanc. Nous terminons aujourd'hui la lecture du chapitre 6, le 7 de cœur. Bonne écoute. Un jour, Daspry arriva avec une pioche et une pelle, me donna la pelle, garda la pioche et désignant le terrain vague « Allons-y ». Je le suivis sans enthousiasme. Il divisa le terrain en plusieurs sections qu'il inspecta successivement. Mais dans un coin, à l'angle que formaient les murs des deux propriétés voisines, un amoncellement de moellons et de cailloux recouverts de ronces et d'herbes attira son attention. Il l'attaqua. Je dus l'aider. Durant 1 heure, en plein soleil, nous peinâmes inutilement. Mais lorsque, sous les pierres écartées, nous parvînmes au sol lui-même, et que nous l'eûmes éventré, la pioche de Daspry mit à nu des ossements, un reste de squelette autour duquel s'effiloquaient encore des bribes de vêtements. Et soudain je me sentis pâlir. J'apercevais fichée en terre une petite plaque de fer, découpée en forme de rectangle, et où il me semblait distinguer des taches rouges. Je me baissai, c'était bien cela. La plaque avait les dimensions d'une carte à jouer, et les taches rouges, d'un rouge de minium rongé par place, étaient au nombre de 7, disposées comme les 7 points d'un 7 de cœur, et percées d'un trou à chacune des 7 extrémités. Écoutez, Daspry, j'en ai assez de toutes ces histoires. Tant mieux pour vous si elles vous intéressent. Moi, je vous fausse compagnie. Était-ce l'émotion, était-ce la fatigue d'un travail exécuté sous un soleil trop rude? Toujours est-il que je chancelais, et en m'en allant, et que je dus me mettre au lit, où je restai 48 heures, fiévreux et brûlant, obsédé par des squelettes qui dansaient autour de moi et se jetaient à la tête de leur cœur sanguinolent. Daspry me fut fidèle. Chaque jour, il m'accorda 3 ou 4 heures qu'il passa, et il est vrai, dans la grande salle, à fureter, cogner et tapoter. Les lettres sont là, dans cette pièce, venait-il me dire de temps à autre. Elles sont là, j'en mettrai ma main au feu. Laissez-moi la paix, répondais-je horripilé. Le matin du 3e jour, je me levai, assez faible encore, mais guéri. Un déjeuner substantiel me réconforta. Mais un petit bleu que je reçus vers 5 heures contribua plus que tout à mon complet rétablissement. Tellement ma curiosité fut de nouveau et malgré tout piquée au vif. Le pneumatique contenait ces mots. Monsieur, le drame dont le premier acte s'est passé dans la nuit du 22 au 23 juin touche à son dénouement. La force même des choses exigeant que je mette en présence l'un et de l'autre les deux principaux personnages de ce drame, et que cette confrontation ait lieu chez vous, je vous serai infiniment reconnaissant de me prêter votre domicile pour la soirée d'aujourd'hui. Il serait bon que de 9 heures à 11 heures, votre domestique fût éloigné, et préférable que vous-même eussiez l'extrême obligeance de bien vouloir laisser le champ libre aux adversaires. Vous avez pu vous rendre compte dans la nuit du 22 au 23 juin que je poussais jusqu'au scrupule le respect de tout ce qui vous appartient. De mon côté, je croirais vous faire injure si je doutais un seul instant de votre absolue discrétion à l'égard de celui qui signe votre dévoué Salvatore. Il y avait dans cette missive un ton d'ironie courtoise, et dans la demande qu'elle exprimait, une si jolie fantaisie que je me délectais. C'était d'une désinvolture charmante, et mon correspondant semblait tellement sûr de mon acquiescement. Pour rien au monde, je n'eusse voulu le décevoir ou répondre à sa confiance par l'ingratitude. À 8 heures, mon domestique, à qui j'avais offert une place de théâtre, venait de sortir, quand Daspry arriva. Je lui montrai le petit bleu. « Eh bien, me dit-il, eh bien, je laisse la grille du jardin ouverte, afin que l'on puisse entrer. Et vous vous en allez? Jamais de la vie. Mais puisqu'on vous le demande, on me demande la discrétion. Je serai discret. Mais je tiens furieusement à voir ce qui va se passer. » Daspry se mit à rire. « Ma foi, vous avez raison, et je reste aussi. J'ai idée qu'on ne s'ennuiera pas. » Un coup de timbre l'interrompit. « Déjà » murmura-t-il. « Et 20 minutes en avance? Impossible !» Du vestibule, je tirai le cordon qui ouvrait la grille. Une silhouette de femme traversa le jardin. Madame Andermatt. Elle paraissait bouleversée, et c'est en suffoquant qu'elle balbutia. « Mon mari, il vient, il a rendez-vous, on doit lui donner les lettres. » « Comment le savez-vous » lui dis-je. « Un hasard, un mot que mon mari a reçu pendant le dîner. » Un petit bleu, un message téléphonique. Le domestique me l'a remis par erreur. Mon mari l'a pris aussitôt, mais il était trop tard, je l'avais lu. Vous aviez lu ceci à peu près.
À 9 heures ce soir, soyez au boulevard Maillot, avec les documents qui concernent l'affaire. En échange, les lettres. Après le dîner, je suis remontée chez moi et je suis sortie. À l'insu de M. Andermatt? Oui. Daspry me regarda. Qu'en pensez-vous? Je pense ce que vous pensez, que M. Andermatt est un des adversaires convoqués. Par qui? Dans quel but? C'est précisément ce que nous allons savoir. Je les conduisis dans la grande salle. Nous pouvions à la rigueur tenir tous les trois sous le manteau de la cheminée et nous dissimuler derrière la tenture de velours. Nous nous installâmes. Madame Andermatt s'assit entre nous deux. Par les fentes du rideau, la pièce entière nous apparaissait. 9 heures sonnèrent. Quelques minutes plus tard, la grille du jardin grinça sur ses gonds. J'avoue que je n'étais pas sans éprouver une certaine angoisse et qu'une fièvre nouvelle me surexcitait. J'étais sur le point de connaître le mot de l'énigme. L'aventure déconcertante dont les péripéties se déroulaient devant moi depuis des semaines allait enfin prendre son véritable sens. Et c'est sous mes yeux que la bataille allait se livrer. Daspry saisit la main de Madame Andermatt et murmura « Surtout, pas un mouvement. Quoi que vous entendiez ou voyiez, restez impassible. » Quelqu'un entra, et je reconnus tout de suite à sa grande ressemblance avec Étienne Varin, son frère Alfred. Même démarche lourde, même visage terreux envahi par la barbe. Il entra, de l'air inquiet d'un homme qui a l'habitude de craindre des embûches autour de lui, qui les flaire et les évite. D'un coup d'œil, il embrassa la pièce et j'eus l'impression que cette cheminée masquée par une portière de velours lui était désagréable. Il fit 3 pas de notre côté, mais une idée plus impérieuse sans doute le détourna, car il obliqua vers le mur, s'arrêta devant le vieux roi en mosaïque, à la barbe fleurie, au glaive flamboyant, et l'examina longuement, montant sur une chaise, suivant du doigt le contour des épaules et de la figure, et palpant certaines parties de l'image. Mais brusquement il sauta de sa chaise et s'éloigna du mur. Un bruit de pas retentissait. Sur le seuil apparut M. Andermatt. Le banquier jeta un cri de surprise. « Vous? C'est vous qui m'avez appelé? »« Moi? Mais pas du tout !» protesta Varin d'une voix cassée qui me rappela celle de son frère. « C'est votre lettre qui m'a fait venir. »« Ma lettre? Une lettre signée de vous où vous m'offrez... Je ne vous ai pas écrit. Vous ne m'avez pas écrit ?» Instinctivement, Varin se mit en garde, non point contre le banquier, mais contre l'ennemi inconnu qui l'avait attiré dans ce piège. Une seconde fois, ses yeux se retournèrent de notre côté, et rapidement, il se dirigea vers la porte. M. Andermatt lui barra le passage. « Que faites-vous donc, Varin ? Il y a là-dessous des machinations qui ne me plaisent pas. Je m'en vais, bonsoir. Un instant. Voyons, M. Andermatt, n'insistez pas. Nous n'avons rien à nous dire. Nous avons beaucoup à nous dire, et l'occasion est trop bonne. Laissez-moi passer. Non, vous ne passerez pas. » Varin recula, intimidé par l'attitude résolue du banquier, et il mâchonna. « Alors vite, causons, et que ce soit fini. » Une chose m'étonnait, et je ne doutais pas que mes 2 compagnons n'éprouvassent la même déception. Comment se pouvait-il que Salvatore ne fût pas là? N'entrait-il pas dans ses projets d'intervenir? Et la seule confrontation du banquier et de Varin lui semblait-elle suffisante? J'étais singulièrement troublée. Du fait de son absence, ce duel combiné par lui, voulu par lui, prenait l'allure tragique des événements que suscite et commande l'ordre rigoureux du destin. Et la force qui heurtait l'un à l'autre ces 2 hommes impressionnait d'autant plus qu'elle résidait en dehors d'eux. Après un moment, M. Andermatt s'approcha de Varin, et bien en face, les yeux dans les yeux. « Maintenant que des années se sont écoulées, et que vous n'avez plus rien à redouter, répondez-moi franchement, Varin. Qu'avez-vous fait de Louis Lacombe ? En voilà une question, comme si je pouvais savoir ce qu'il est devenu. Vous le savez, votre frère et vous, vous étiez attachés à ses pas. Vous viviez presque chez lui, dans la maison même où nous sommes. Vous étiez au courant de tous ses travaux, de tous ses projets. Et le dernier soir, Varin, quand j'ai reconduit Louis Lacombe jusqu'à ma porte, j'ai vu 2 silhouettes qui se dérobaient dans l'ombre. Cela, je suis prêt à le jurer. Et après, quand vous l'aurez juré, c'était votre frère et vous, Varin. Prouvez-le. Mais la meilleure preuve, c'est que, 2 jours plus tard, vous me montriez vous-même les papiers et les plans que vous aviez recueillis dans la serviette de Lacombe et que vous me proposiez de me les vendre. Comment ces papiers étaient-ils en votre possession ? Je vous l'ai dit, monsieur Andermatt, nous les avons trouvés sur la table même de Louis Lacombe le lendemain matin, après sa disparition. Ce n'est pas vrai. Prouvez-le. La justice aurait pu le prouver. Pourquoi ne vous êtes-vous pas adressé à la justice ? Pourquoi ? Ah, pourquoi ? Il se tut, le visage sombre, et l'autre reprit. Voyez-vous, monsieur Andermatt,
si vous aviez eu la moindre certitude. Ce n'est pas la petite menace que nous vous avons faite qui eût empêché. Quelle menace? Ces lettres? Est-ce que vous vous imaginez que j'ai jamais cru un instant? Si vous n'avez pas cru à ces lettres, pourquoi m'avez-vous offert des 1000 et des 100 pour les ravoir? Et pourquoi depuis nous avez-vous fait traquer comme des bêtes, mon frère et moi? Pour reprendre des plans auxquels je tenais. Allons donc, c'était pour les lettres. Une fois en possession des lettres, vous nous dénonciez. Plus souvent que je m'en serais dessaisi. Il eut un éclat de rire qui l'interrompit tout d'un coup. Mais voilà assez, nous aurons beau répéter les mêmes paroles, que nous n'en serons pas plus avancés. Par conséquent, nous en resterons là. Nous n'en resterons pas là, dit le banquier. Et puisque vous avez parlé des lettres, vous ne sortirez pas d'ici avant de me les avoir rendues. Je sortirai. Non, non. Écoutez, monsieur Andermatt, je vous conseille, vous ne sortirez pas. C'est ce que nous verrons, dit Varin, avec un tel accent de rage que madame Andermatt étouffa un faible cri. Il dut l'entendre, car il voulut passer de force. Monsieur Andermatt le repoussa violemment. Alors je le vis qui glissait sa main dans la poche de son veston. Une dernière fois, les lettres d'abord. Varin tira un revolver et visant monsieur Andermatt, oui ou non. Le banquier se baissa vivement. Un coup de feu jaillit, l'arme tomba. Je fus stupéfait. C'était près de moi que le coup de feu avait jailli. Et c'était Daspry qui, d'une balle de pistolet, avait fait sauter l'arme de la main d'Alfred Varin. Et dressé subitement entre les deux adversaires, face à Varin, il ricanait. « Vous avez de la veine, mon ami, une rude veine. C'est la main que je visais, et c'est le revolver que j'atteins. » Tous les deux le contemplaient, immobiles et confus. Il dit au banquier « Vous m'excuserez, monsieur, de me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais vraiment, vous jouez votre partie avec trop de maladresse. Permettez-moi de tenir les cartes. » Se tournant vers l'autre. « À nous deux, camarades, et rondement, je t'en prie. L'atout est cœur, et je joue le 7. » Et à 3 pouces du nez, il lui colla la plaque de fer où les 7 points rouges étaient marqués. Jamais il ne m'a été donné de voir un tel bouleversement. Livide, les yeux écarquillés, les traits tordus d'angoisse, l'homme semblait hypnotisé par l'image qui s'offrait à lui. « Qui êtes-vous » balbutia-t-il. « Je l'ai déjà dit, à un monsieur qui s'occupe de ce qui ne le regarde pas, mais qui s'en occupe à fond. »« Que voulez-vous ?»« Tout ce que tu as apporté. »« Mais je n'ai rien apporté. »« Si, sans quoi tu ne serais pas venu. Tu as reçu ce matin un mot te convoquant ici pour 9 heures et t'enjoignant d'apporter tous les papiers que tu avais. Or, te voici. Où sont les papiers ?» Il y avait dans la voix de Daspry, il y avait dans son attitude une autorité qui me déconcertait, une façon d'agir toute nouvelle chez cet homme plutôt nonchalant d'ordinaire et doux. Absolument dompté, Varin désigna l'une de ses poches. « Les papiers sont là. Ils y sont tous ?»« Oui. » « Tout ce que tu as trouvé dans la serviette de Louis Lacombe et que tu as vendu au major von Lieben ? » ?»« Oui. » »« Est-ce la copie ou l'original ? » ?»« L'original. »« Combien en veux-tu ? » ?»« 100 000. » Daspry s'esclaffa. « Tu es fou. Le major ne t'en a donné que 20 000. 20 000 jetés à l'eau puisque les essais ont manqué. On n'a pas pu se servir des plans. Les plans sont incomplets. Alors pourquoi me les demandez-vous ? J'en ai besoin. Je t'en offre 5 000 francs. Pas un sou de plus. 10 000, pas un sou de moins. Accordé. Daspry revint à monsieur Andermatt. Veuillez signer un chèque, monsieur. Mais c'est que je n'ai pas. Votre carnet, le voici. Ahuri, monsieur Andermatt palpa le carnet que lui tendait Daspry. C'est bien à moi, comment se fait-il ? Pas de vaines paroles, je vous en prie, cher monsieur. Vous n'avez qu'à signer. Le banquier tira son stylographe et signa. Varin avança la main. Bas les pattes, dit Daspry. Tout n'est pas fini. Et s'adressant au banquier. Il était question aussi de lettres que vous réclamez ? Oui, un paquet de lettres. Où sont-elles, Varin ? Je ne les ai pas. Où sont-elles, Varin ? Je l'ignore, c'est mon frère qui s'en est chargé. Elles sont cachées ici, dans cette pièce. En ce cas, vous savez où elles sont. Comment le saurais-je ? Dame, n'est-ce pas vous qui avez visité la cachette ? Vous paraissez aussi bien renseigné que Salvatore. Les lettres ne sont pas dans la cachette. Elles y sont. Ouvre-la. Varin eut un regard de méfiance. Daspry et Salvatore ne faisaient-ils qu'un réellement, comme tout le laissait présumer ? Si oui, il ne risquait rien en montrant une cachette déjà connue. Sinon, c'était inutile. « Ouvre-la » répéta Daspry. « Je n'ai pas de le 7 de cœur. »« Si, celui-là, » dit Daspry en entendant la plaque de fer. Varin recula terrifié. « Non, non, je ne veux pas. »« Qu'à cela ne tienne. » Daspry se dirigea vers le vieux monarque à la barbe fleurie, monta sur une chaise et appliqua le 7 de cœur au bas du glaive,
contre la garde, et de façon que les bords de la plaque recouvrissent exactement les deux bords de l'épée. Puis, avec l'aide d'un poinçon qu'il introduisit tour à tour dans chacun des 7 trous pratiqués à l'extrémité des 7 points de cœur, il pesa sur 7 des petites pierres de la mosaïque. À la 7e petite pierre enfoncée, un déclenchement se produisit, et tout le buste du roi pivota, démasquant une large ouverture aménagée comme un coffre, avec des revêtements de fer et 2 rayons d'acier luisant. « Tu vois bien, Varin, le coffre est vide. » « En effet, c'est que mon frère aura retiré les lettres. » Daspry revint vers l'homme et lui dit « Ne joue pas au plus fin avec moi. Il y a une autre cachette, où est-elle ? » « Il n'y en a pas. »« Est-ce de l'argent que tu veux ? Combien ? » ?»« 10 000. »« Monsieur Andermatt, ces lettres valent-elles 10 000 francs pour vous ? » ?»« Oui, dit le banquier d'une voix forte. » Varin ferma le coffre, prit le 7 de cœur, non sans une répugnance visible, et l'appliqua sur le glaive, contre la garde, et juste au même endroit. Successivement, il enfonça le poinçon à l'extrémité des 7 points de cœur. Il se produisit un second déclenchement, mais cette fois, chose inattendue, ce ne fut qu'une partie du coffre qui pivota, démasquant un petit coffre pratiqué dans l'épaisseur même de la porte qui fermait le plus grand. Le paquet de lettres était là, noué d'une ficelle et cacheté. Varin le remit à Daspry. Celui-ci demanda « Le chèque est prêt, monsieur Andermatt ?»« Oui. » « Et vous avez aussi le dernier document que vous tenez de Louis Lacombe et qui complète les plans du sous-marin ? » ?»« Oui. » L'échange se fit. Daspry empocha le document et le chèque et offrit le paquet à monsieur Andermatt. « Voici ce que vous désiriez, monsieur. » Le banquier hésita un moment comme s'il avait peur de toucher à ces pages maudites qu'il avait cherchées avec tant d'âpreté. Puis d'un geste nerveux, il s'en empara. Après quoi, j'entendis un gémissement. Je saisis la main de madame Andermatt. Elle était glacée. Et Daspry dit au banquier « Je crois, monsieur, que notre conversation est terminée. Oh, pas de remerciements, je vous en supplie. Le hasard seul a voulu que je puisse vous être utile. » Monsieur Andermatt se retira. Il emportait les lettres de sa femme à Louis Lacombe. « À merveille !» s'écria Daspry d'un air enchanté. « Tout s'arrange pour le mieux. Nous n'avons plus qu'à boucler notre affaire, camarade. »« Tu as les papiers ? » ?»« Les voilà tous. » Daspry les consulta, les examina attentivement et les enfouit dans sa poche. « Parfait, tu as tenu parole. Mais quoi ? Les 2 chèques, l'argent ? Eh bien, tu as de l'aplomb, mon bonhomme. Comment tu oses réclamer ? Je réclame ce qui m'est dû. On te doit donc quelque chose pour des papiers que tu as volés ? Mais l'homme paraissait hors de lui. Il tremblait de colère, les yeux injectés de sang. « L'argent, les 20 000 !» bégaya-t-il. « Impossible, j'en ai l'emploi. L'argent ! Allons, sois raisonnable, et laisse donc ton poignard tranquille. » Il lui saisit le bras si brutalement que l'autre hurla de douleur, et il ajouta « Va-t'en, camarade, l'air te fera du bien. Veux-tu que je te reconduise ? Nous nous en irons par le terrain vague, je te montrerai un tas de cailloux sous lequel... » « C'est pas vrai, c'est pas vrai !»« Mais oui, c'est vrai. Cette petite plaque de fer aux 7 points rouges vient de là-bas. Elle ne quittait jamais Louis Lacombe, tu te rappelles ? Ton frère et toi, vous l'avez enterré avec le cadavre. Et avec d'autres choses qui intéresseront énormément la justice. » Varin se couvrit le visage de ses poings rageurs, puis il prononça « Soit, je suis roulé, n'en parlons plus. Un mot cependant, un seul mot, je voudrais savoir, j'écoute. Il y avait dans ce coffre, dans le plus grand des 2, une cassette ? Oui. Quand vous êtes venu ici la nuit du 22 au 23, elle y était ? Oui. Elle contenait tout ce que les frères Varin y avaient enfermé. Une assez jolie collection de bijoux, diamants et perles, raccrochés de droite et de gauche par les 10 frères. Et vous l'avez prise ? Dame, mets-toi à ma place. Alors c'est en constatant la disparition de la cassette que mon frère s'est tué ? Probable. La disparition de votre correspondance avec le major von Lieben n'eût pas suffi. Mais la disparition de la cassette ? Est-ce là tout ce que tu avais à me demander ? Ceci encore, votre nom. Tu dis cela comme si tu avais des idées de revanche. Parbleu, la chance tourne. Aujourd'hui, vous êtes le plus fort. Demain, ce sera toi. J'y compte bien. Votre nom ? Arsène Lupin. Arsène Lupin ? L'homme chancela, assommé comme par un coup de massue. On eût dit que ces 2 mots lui enlevaient toute espérance. Daspry se mit à rire. Ah ça, t'imaginais-tu qu'un homme comme Durand ou Dupont aurait pu monter toute cette belle affaire ? Allons donc, il fallait au moins un Arsène Lupin. Et maintenant que tu es renseigné, mon petit, va préparer ta revanche. Arsène Lupin t'attend. Et il le poussa dehors, sans un mot de plus. « Daspry, Daspry !» criai-je, lui donnant encore et malgré moi le nom sous lequel je l'avais connu.
J'écartai le rideau de velours. Il accourut. Quoi, qu'y a-t-il? Madame Andermatt est souffrante. Il s'empressa, lui fit respirer des sels, et tout en la soignant m'interrogeait. Eh bien, que s'est-il donc passé? Les lettres, lui dis-je, les lettres de Louis Lacombe que vous avez données à son mari. Il se frappa le front. Oh, elle a cru que j'avais fait cela? Mais oui, après tout, elle pouvait le croire, imbécile que je suis. Madame Andermatt, ranimée, l'écoutait avidement. Il sortit de son portefeuille un petit paquet en tout point semblable à celui qu'avait emporté M. Andermatt. « Voici vos lettres, madame, les vraies. Mais les autres sont les mêmes que celles-ci, mais recopiées par moi cette nuit et soigneusement arrangées. Votre mari sera d'autant plus heureux de les lire qu'il ne doutera pas de la substitution, puisque tout a paru sous ses yeux. L'écriture, il n'y a pas d'écriture qu'on ne puisse imiter. » Elle le remercia, avec les mêmes paroles de gratitude qu'elle eût adressées à un homme de son monde, et je vis bien qu'elle n'avait pas dû entendre les dernières phrases échangées entre Varin et Arsène Lupin. Moi, je le regardais non sans embarras, ne sachant trop que dire à cet ancien ami qui se révélait à moi sous un jour si imprévu. Lupin. C'était Lupin. Mon camarade de cercle n'était autre que Lupin. Je n'en revenais pas, mais lui, très à l'aise. Vous pouvez faire vos adieux à Jean d'Aspry. Ah, oui, Jean d'Aspry part en voyage, je l'envoie au Maroc. Il est fort possible qu'il y trouve une fin digne de lui. J'avoue même que c'est son intention. Mais Arsène Lupin nous reste? Oh, plus que jamais. Arsène Lupin n'est encore qu'au début de sa carrière, et il compte bien... Un mouvement de curiosité irrésistible me jeta sur lui, et l'entraînant à quelque distance de Madame Andermatt. Vous avez donc fini par découvrir la seconde cachette, celle où se trouvait le cachet de lettres? Ah, j'ai eu assez de mal. C'est hier seulement, l'après-midi, pendant que vous étiez couché. Et pourtant, Dieu sait combien c'était facile. Mais les choses les plus simples sont celles auxquelles on pense en dernier. Et me montrant le 7 de cœur. J'avais bien deviné que pour ouvrir le grand coffre, il fallait appuyer cette carte contre le glaive du bonhomme en mosaïque. Comment aviez-vous deviné cela? Aisément, par mes informations particulières. Je savais en venant ici le 22 juin au soir, après m'avoir quitté, oui, et après vous avoir mis par des conversations choisies dans un état d'esprit tel qu'un nerveux et un impressionnable comme vous devait fatalement me laisser agir à ma guise sans sortir de son lit. Le raisonnement était juste. Je savais donc, en venant ici, qu'il y avait une cassette cachée dans un coffre à serrure secrète, et que le 7 de cœur était la clé, le mot de cette serrure. Il ne s'agissait plus que de plaquer ce 7 de cœur à un endroit qui lui fut visiblement réservé. 1 heure d'examen m'a suffi. 1 heure? Observez le bonhomme en mosaïque. Le vieil empereur? Ce vieil empereur est la représentation exacte du roi de cœur de tous les jeux de cartes, Charlemagne. En effet, mais pourquoi le 7 de cœur ouvre-t-il tantôt le grand coffre, tantôt le petit? Et pourquoi n'avez-vous ouvert d'abord que le grand coffre? Pourquoi? Mais parce que je m'obstinais toujours à placer mon 7 de cœur dans le même sens. Hier seulement, je me suis aperçu qu'en le retournant, c'est-à-dire qu'en mettant le 7e point, celui du milieu, en l'air au lieu de le mettre en bas, la disposition des 7 points changeait. Parbleu! Évidemment parbleu, mais encore fallait-il y penser. Autre chose, vous ignoriez l'histoire des lettres avant que Madame Andermatt en parlât devant moi? Oui, je n'avais découvert dans le coffre, outre la cassette, que la correspondance des 2 frères, correspondance qui m'a mis sur la voie de leur trahison. Somme toute, c'est par hasard que vous avez été amené d'abord à reconstituer l'histoire des 2 frères, puis à rechercher les plans et les documents du sous-marin. Par hasard. Mais dans quel but avez-vous recherché? D'Aspry m'interrompit en riant. Mon Dieu, comme cette affaire vous intéresse. Elle me passionne. Eh bien, tout à l'heure, quand j'aurai reconduit Madame Andermatt et fait porter à l'Écho de France le mot que je vais écrire, je reviendrai et nous entrerons dans le détail. Il s'assit et écrivit une de ces petites notes lapidaires où se divertit la fantaisie du personnage. Qui ne se rappelle pas le bruit que fit celle-ci dans le monde entier? Arsène Lupin a résolu l'énigme que Salvator a posée dernièrement. Maître de tous les documents et plans originaux de l'ingénieur Louis Lacombe, il les a fait parvenir entre les mains du ministre de la Marine. À cette occasion, il ouvre une souscription dans le but d'offrir à l'État le premier sous-marin construit d'après ses plans. Et il s'inscrit lui-même en tête de cette souscription pour la somme de 20 000 francs. Les 20 000 francs d'échec de M. Andermatt, lui dis-je quand il m'eut donné le papier à lire. Précisément, il est équitable que Varin rachète en partie sa trahison. Et voilà comment j'ai connu Arsène Lupin. Voilà comment j'ai su que Jean d'Aspry, camarade de cercle, relation mondaine, n'était autre qu'Arsène Lupin, gentleman cambrioleur.
Voilà comment j'ai noué des liens d'amitié fort agréables avec notre grand homme, et comment peu à peu, grâce à la confiance dont il veut bien m'honorer, je suis devenu son très humble, très fidèle et très reconnaissant historiographe.